Pendant les portes vraiment ouvertes Volkswagen du 10 au 14 octobre, la Polo est à partir de 129 € par mois. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 36 loyers de 129 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous y compris, Thibaut? J'adore les économies. Et la bonne viande? Car en ce moment, pendant l'alerte discount, les 12 steaks hachés de marque Netto Origine France sont à seulement 11,40 €. 11,40 € les 12 steaks hachés. Je vais inviter toute mon équipe de foot à manger des burgers à la maison. Et il en restera même un pour un remplaçant. C'est déjà moi le remplaçant. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine française, barquette de 1,2 kg, soit 9,50 € le kilo, 15% de matière grasse. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec nos 4 débatteurs que je vais vous présenter dans un instant, on va tenter de se mettre d'accord jusqu'à midi. Vous le savez, vous pouvez réagir également sur tous nos réseaux sociaux, nous suivre également sur la chaîne YouTube. Alors dans un instant, on va parler de cette équation à 60 milliards d'euros. Qui doit payer pour remplir les caisses de l'État? Est-ce que ce sont vraiment que les plus riches? Ou alors il faut élargir tout ça? Enfin, c'est la course à l'échalote, la chasse aux taxes est ouverte. On en parle dans un instant. Politiquement aussi, on va s'intéresser au style Barnier. C'est moi qui fixe la ligne. Ainsi a parlé le Premier ministre hier soir. Autrement dit, c'est lui qui fixe le cap. Mais que fait le chef de l'État pendant ce temps-là? Eh bien, aujourd'hui, il ouvre le sommet de la francophonie avant l'inauguration de Notre-Dame de Paris le mois prochain. Le cœur du recteur de la vie politique s'est déplacé donc à Matignon. Autrement dit, est-ce que le macronisme a encore sa place? Est-il encore en vie? Et puis, on va s'intéresser aussi au procès Mazan, le procès Pellico, la diffusion des images en question aussi. Que peut changer ce procès aussi dans les rapports hommes-femmes, avec beaucoup d'interrogations suite à l'audition à la barre des 50 hommes présumés violeurs de Gisèle Pellico, qui se succèdent les uns après les autres, des monsieur tout le monde comme on dit, et que l'on découvre. Ce procès fera-t-il date? Et puis vers une garde alternée obligatoire, est-ce une bonne idée qui est soumise aussi dans une proposition de loi? Autour de la table en ce vendredi matin, je salue Joseph Taïfé. Bonjour. Bonjour Joseph, auteur et conférencier, secrétaire général de Plastalliance et auteur de Plastic Bashing, l'intox, point d'interrogation. Vous défendez donc le plastique. Exactement. Qui est fantastique, vous avez connu Exactement. la chanson. Exactement. Voilà. Théo Hamza a dit bonjour Théo. Bonjour. Bonjour, délégué national des jeunes républicains. Arnaud Stéphane, bonjour. Bonjour. Arnaud, fondateur de l'agence La Note de Com, et Mehdi Raïché, bonjour. Mehdi, porte-parole de Génération Libre. Avant d'ouvrir les hostilités et notamment vos avis sur cette politique fiscale et le style Barnier, on va commencer par ça. Je pense que vous êtes tous comme moi autour de la table très tristes de la disparition de Michel Blanc à l'âge de 72 ans, cet homme si discret mais qui a marqué toute une génération. Donc je pense qu'on a 2 générations autour de la table et je voulais commencer par les plus jeunes. Michel Blanc, pour vous, c'est les bronzés fonds du ski ou c'est bien plus que ça? Les bronzés font du ski. Donc ouais, enfin, la scène mythique de la fin, donc avec l'alcool, donc ça je m'en souviens très bien. Moi, Michel Blanc, c'est aussi le duo qu'il a fait avec Gérard Depardieu dans Tenue de soirée. Moi, c'est un film qui m'a marqué. Après, c'est pas effectivement ma génération à moi, mais c'est un acteur que j'ai quand même apprécié, parce que mes dadas c'était quand même Gérard Depardieu, Christian Clavier, Michel Blanc. Donc c'est des films qui étaient tellement culturels qu'on a passé sans arrêt les films du dimanche soir. Bon, moi je regardais ça avec mon père, c'était des trucs que j'adorais. Donc pour moi, c'est un peu comme un oncle lointain qu'on perd. Et moi, c'est quelqu'un que j'adorais beaucoup. Enfin, j'aime Michel Blanc, j'adorais l'humour, j'adorais quand il s'énervait. Christian Clavier, Michel Blanc, quand il s'énerve, c'est des séquences que j'adore dans les films. Donc c'est quelque chose que... Moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors je me tourne vers vous, Arnaud, c'est pas une question de génération, mais c'est vrai qu'on est... Moi, je suis en plein dedans. En plein dedans aussi, mais comme moi, je vous rassure, on est de la génération où on a grandi avec le Splendide, avec toutes ces scènes, mais aussi on a découvert un artiste, et l'humour est quelque chose qui... Parce qu'on regardait sa filmographie, et on regardait aussi ses distinctions, il n'a jamais été césarisé. Non, parce que l'humour n'est pas forcément césarisé en France. La comédie, c'est quelque chose de nouveau, ou parce que ça devient quelque chose de très commercial et qu'on est obligé de
s'accommoder des succès des comédies en France, mais pendant très longtemps, et particulièrement les années 80-90, où Michel Blanc a connu vraiment un énorme boom avec l'équipe du Splendide, c'était moins ça. Moi, je suis un polytraumatisé, au bon sens du terme, c'est que je vais souvent à la gare Saint-Lazare et je ne peux pas m'empêcher de dire c'est moi ou c'est mes yeux. C'est un truc, quand je cherche un horaire sur ces énormes tableaux avec des destinations aussi exotiques qu'Éragny ou Conflans, fin d'Oise, oui c'est ça. Oui, c'est ça. À chaque fois je me dis c'est moi ou c'est mes yeux. Mais ça doit être mes yeux souvent. Non, c'est effectivement des scènes cultes et qui resteront. Qui veut réagir encore à ça? Ce que ça renvoie aussi à beaucoup de réactions aujourd'hui sur la disparition. Et c'est là qu'on mesure aussi l'impact qu'une personnalité du monde du spectacle, du cinéma, de la chanson a pu avoir sur des générations entières. Surtout qu'on s'y attendait pas. C'est-à-dire, il avait 72 ans, je crois. Hein. C'est dans la fleur de l'âge. C'est un âge où on devient Premier ministre. C'est un âge dans lequel non, personne s'attendait. Ça serait tellement bien, un Premier ministre. Aussi discret. On rigolerait pas mal, mais effectivement. De conclure. Tout à fait, mais l'humour aujourd'hui du Splendide. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non, on va tous les faire ce matin. C'est vrai. Non, c'est clair. Mais c'est cet humour, on va dire, qu'on avait dans les années 70, 80, 90. On le retrouve plus aujourd'hui, ou en tous les cas, on n'a pas la même, on n'a même pas le même sentiment. Il y a des choses qu'on pouvait dire à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus cette liberté. Là, je regarde Théo de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Donc, Mehdi, pardon, de le faire aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une icône du cinéma français et qui a été injustement, effectivement, non césarisée et non récompensée. Et la troupe du Splendide qui allait derrière aussi, parce que c'était aussi ça l'alchimie, mais il n'y avait pas que ça. Des soirées, les bronzés font du ski, il en existe encore aujourd'hui. C'est mythique. Mais effectivement, moi j'ai la vingtaine. Effectivement, c'est pas notre génération, hein, Michel Blanc, mais c'est un monument, c'est une référence. Quand on fait des soirées, on a souvent la musique des bronzés, on fait des galas dessus, on parle souvent de tout ça. Et en fait, c'est le genre de film, comme La 7e Compagnie, comme plein d'autres, qui en fait sont pas de notre génération, mais qui sont un peu des monuments français. Et nous, ça nous fait plaisir parce que c'est comme la chanson. On se retrouve le soir à chanter sur du Michel Sardou, sur du France Gall. Et c'est pas de notre génération, mais c'était un moment qui nous plaît bien. Et c'est une part de la culture française qui, je pense, correspond vraiment bien à toutes les générations de France qui chantent sur les mêmes chansons et qui rêvent sur les mêmes films, au fin de compte. Voilà, réaction de Gérard Jugnot ce matin. Putain, Michel, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est ce qu'il a tweeté notamment tout à l'heure. Donc voilà, la disparition, bien sûr, on y reviendra, de Michel Blanc. On l'a appris ce matin à l'âge de 72 ans. Dans un tout autre registre, alors, on va parler du discours de politique générale de Michel Barnier. Et c'est un coup de cœur que vous avez, Joseph, concernant ce qu'il a pu dire sur la transposition des normes. Alors c'est un coup de cœur à titre conservatoire, parce que comme dire, c'est optimiste. On va laisser la chance aux produits, exactement. Mais jusqu'à présent, on va dire les précédents gouvernements ont beaucoup, on va dire, donné des discours sur le fait qu'il fallait arrêter la surtransposition, d'arrêter d'aller au-delà de ce que Bruxelles demande. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et j'ai effectivement écouté le Premier ministre qui indiquait qu'effectivement, ces surtranspositions de normes entraînent notamment pour le secteur agricole de graves problématiques. Nous allons arriver à un moment de vérité. Parce que tout simplement, la semaine prochaine, normalement, il y aura une grande décision qui va être rendue par le Conseil d'État, qui sera très probablement l'annulation d'un décret qui a fait énormément de mal aux agriculteurs, et notamment à des agriculteurs que nous représentons chez nous, parce que nous n'avons pas que des fabricants de produits plastiques, mais aussi ceux qui les utilisent, et notamment des producteurs de pêche, d'abricots, de nectarines et de haricots, qui ont vu les emballages plastiques se voir interdire par la France. Je précise qu'il n'y a aucun pays dans l'Union européenne qui a mis en place cette mesure. C'est une disposition de la loi AGEC, de Brune Poisson, et qu'en l'occurrence, cette interdiction a entraîné, on va dire, une baisse de quasiment 50% de vente pour ces agriculteurs. Donc si ce décret est annulé, et si effectivement le Premier ministre veut être, on va dire, en conformité par rapport à ces déclarations, eh ben, nous espérons qu'il ne reprendra pas un troisième décret, parce que c'est le deuxième déjà qui sera annulé après le premier qui a déjà été censuré par le Conseil d'État il y a déjà 1 an. Voilà, donc à suivre évidemment, puisque c'est toute une filière qui derrière, parce qu'effectivement on est sur une concurrence absolument disproportionnée par rapport à ce qu'on a pu, puis le consommateur effectivement ne comprend pas certains emballages par rapport à d'autres. On dit il n'y a plus de plastique pour certains produits, et il y en a d'autres qui arrivent et qui sont bien emballés dans du plastique, je confirme. Tout à fait, c'est toujours, et ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'aujourd'hui vraiment Bruxelles et la Commission européenne sont beaucoup plus souples justement pour la compétitivité de ces agriculteurs et des entreprises que la politique française actuelle.
Allez, mais si on s'arrête un court instant, puisqu'on a l'info qui arrive également, les courses, les préférés de Jean-Paul Delperrier dans un instant, et on se retrouve pour débattre. Et Arnaud, vous prendrez la parole, vous allez nous parler foot et droit télé, si j'ai bien compris. Exactement, ça a été une de mes grandes passions, à part mais vous n'êtes pas le seul. Le tiercé. Allez, on y va, c'est les infos tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec au menu de cette fin de semaine, Michel Barnier, le budget et les macronistes vers une garde alternée obligatoire en cas de séparation. Et puis le procès Pélico. On va parler de la diffusion des images en question aujourd'hui et aussi le rôle de ce procès dans les rapports hommes-femmes dans la société. Qu'est-ce que ça en dit avec nos 4 débatteurs aujourd'hui? José Taïfé, auteur et conférencier, secrétaire général de Plast Alliance et auteur de Plastic Bashing l'Intox. Voilà, je l'ai dit. Théo Amsaadi, le délégué national des Jeunes Républicains, Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, et Mehdi Reich, porte-parole de Génération Libre. On en est à nos coups de cœur et nos coups de gueule aujourd'hui. Arnaud, je le disais donc avant la pause, vous vouliez nous parler des droits télé et de ce grand bazar de Dazen, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que les gens sont peu contents de... Alors on dit Dazen, hein. Oui, c'est ça, oui. Mais Dazen qui est déjà placé sur d'autres sports, hein, d'ailleurs, si les gens veulent voir d'autres activités, le football américain, me semble-t-il, et le MMA, c'est sur Dazen, même s'il y a d'autres chaînes qui diffusent aussi. Enfin, de toute façon, les droits télé, c'est des amateurs de sport pour regarder quelque chose. Oui, mais d'ailleurs, certains ont fait des calculs. Si vous voulez regarder la totalité d'une compétition, par exemple, il faut prendre un certain nombre d'abonnements, ça peut revenir extrêmement cher. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que les gens ne sont pas contents et se demandent si, par exemple, Netflix, à l'instar d'Amazon Prime, ne pourrait pas diffuser le football. Et la grande enseigne américaine de plateforme de contenu a dit non. Elle a dit non parce que, en vérité, il n'y a pas de modèle économique autour du football, et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que tous les diffuseurs se sont cassés les dents, et que ce que demande le football français en termes de revenus est considérable par rapport à ce que ça rapporte en vérité. Il faut bien comprendre que les négociations étaient parties sur des rêves d'1 milliard d'euros de droits. Le problème, c'est que le football français ne les vaut pas. C'est-à-dire que le panier moyen de ceux qui regardent, ils ne sont pas prêts à dépenser des sommes qui pourraient correspondre à ça. Donc il faut comprendre que notre football est certes intéressant pour les jeunes pousses, mais dès qu'il y a des très grands champions, à part sur 2 ou 3 clubs, ils partent à l'étranger. Quand on n'a pas ce problème-là avec le football en Angleterre, les gens payent très cher. Et d'ailleurs, les droits sont excessivement élevés en Angleterre sur les droits du football. On est à plus d'1 milliard de livres sterling sur les... Pardon ? Beaucoup plus. Beaucoup plus encore. Et il faut voir aussi ce que sont les stades, il faut voir ce que c'est qu'un game day experience en Angleterre, c'est-à-dire d'aller au stade un jour de match. Il n'y a pas que le match, il y a tout ce qui est autour du match, il y a toute une atmosphère. Il suffit, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Manchester, un des 2 clubs de Manchester, moi j'étais à United, non il y en a 2, à United, quand vous allez à Old Trafford, c'est invraisemblable, quoi. Enfin, vous vous retrouvez dans un milieu qu'on ne connaît pas en France. Véritablement. Et peut-être que ça, il y a une culture là-dessus. On s'est vu trop grand, trop cher. Non, et puis on fait pas d'efforts, en vérité. Moi, je l'ai vu. Ligue, il a quand même été rattrapé par la patrouille sur son train de vie. Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué. Sur ce contrat avec les droits télé. Mais vous gérez beaucoup d'argent quand même. Ça gère beaucoup d'argent quand même, la Ligue nationale de football. Vous pouvez pas demander à des gens de gérer des sommes pareilles, d'être compétitifs, d'aller négocier des sommes très importantes avec les partenaires, et en même temps d'être à 2 fois le SMIC parce qu'on a un problème de conscience par rapport aux gens qui regardent éventuellement, ou à ceux qui ne seraient pas contents. Non, le problème du sport en France, c'est qu'on ne le conçoit pas comme un produit. C'est que, voilà, vous avez mon club de foot, voilà, regardez mon club, c'est fantastique, j'ai sélectionné des joueurs et vous allez être content. Il n'y a pas ce rapport de coproduction que vous pouvez trouver dans d'autres pays autour du sport. Jamais ce qu'on fait en France sera accepté en Italie, en Espagne, et encore moins en Angleterre. Voilà, il y a peut-être une culture de la communauté, ce qu'on appelle la communauté autour du football. C'est que les joueurs soient aussi dans des programmes de développement, soient un peu plus dans des programmes avec la ville dans
dans laquelle ils sont, etc. Un peu plus imprégné. Mais voilà. en attendant, ce manque à gagner, j'allais dire, pour les clubs de foot et dans le monde du sport, on va pas plaindre le monde du football par rapport à d'autres économies, c'est que les clubs ont des économies fragiles aujourd'hui, tous les cas modèles économiques qui... C'est ce que j'ai dit en introduction, il y a un problème de modèle économique sur le football en France. Mais pas seulement sur le football, le rugby, on a ça aussi. On a des clubs qui finissent toujours ric-rac en termes de budget et qui sont obligés de passer... Il y a un point, c'est que pour parler d'économie du sport français, enfin du foot en France, il faut pas oublier qu'il y a déjà quelques années, le football français a déjà failli mourir. C'est déjà un miracle qu'il s'en soit sorti. Le Qatar est arrivé et a donné des droits TV nouveaux. Mais surtout, c'est que pour qu'un produit ait une valeur, il faut déjà qu'il y ait des joueurs dans le championnat. Or, aujourd'hui, quand on regarde les Neymar est parti, Messi est parti, Mbappé est parti, et si vous voulez vendre les droits à l'étranger, parce que c'est quand même important, il y a les droits nationaux, mais les droits à l'étranger, vous vendez rien du tout. Les gens, si vous voulez vendre des droits TV en Asie, il vous faut quelque chose d'autre que votre club. Il vous faut des personnes qui incarnent ça. Il vous faut des gros joueurs. Et si vous n'avez pas ces gros joueurs, vous ne vendez rien. Sauf que la promesse a été faite, notamment par Vincent Limbrune, de dire je peux atteindre le milliard d'euros, sauf que les droits à l'étranger ne valent strictement, ne valent que tout ça avec l'aval des présidents de clubs qui n'ont quand même pas trop non plus fait le ménage là-dedans. Mais pas trop qui dépasse le milliard vu la fiscalité qui s'annonce assez dure pour ces joueurs d'ailleurs qui seront à mon avis concernés et les entreprises qui feront 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aussi. Mais ça touche pas que le football, parce qu'il y a la taxe Buffet qui est impactée sur... Bien sûr. Donc la taxe Buffet finance les autres... ruissellement sur les autres sports. Donc si l'économie du foot va mal, le secteur associatif sportif va aussi mal par conséquent. Bon, moi j'ai un peu de mal à pleurer sur le football, mais bon, ça c'est mon avis de sportif des autres sports qui n'en bénéficient pas forcément. Mais je voulais qu'on revienne avec vous aussi, Théo, sur votre coup de gueule. Cette révélation de nos confrères de l'opinion hier sur Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, cible d'attaque de la part d'élus LFI, selon l'opinion. Et c'est dramatique, et en fait, au final, on se rend compte que ce que nous dénoncions depuis des années maintenant, savoir l'islamo-gauchisme, ça existe en fait dans une partie du pays. Ça existe à Montpellier. Mickaël Delafosse, j'ai été 3 ans étudiant à Montpellier et on peut le critiquer sur son bilan municipal, il n'y a pas de souci sur ça. Mais en fait, quand vous promenez à Montpellier le 11 novembre et le 8 mai, il y a des drapeaux français partout. C'est le premier à prendre la parole pour dénoncer l'antisémitisme sur la place de la Comédie. C'est le premier à défendre les valeurs de la République. C'est un instituteur. C'est le modèle en fait de la 3e République. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que face à lui, il y a l'extrême gauche, LFI en tête, qui se dérépublicanise. Et là, je trouve que Laurent Wauquiez, notamment en réponse au discours de politique générale de Michel Barnier, a eu tout à fait raison. Il y a vraiment une dérépublicanisation d'une partie de la gauche française. Et malheureusement, le PS est en partie complice avec Olivier Faure, parce que le PS, on a plus l'impression qu'il préfère défendre la France insoumise que Mickaël Delafosse. Alors que Mickaël Delafosse est socialiste. Donc là, en fait, c'est un vrai drame, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier ? Il y a des communautés qui se sont rassemblées sous l'égide de candidats et d'élus de la France insoumise pour faire campagne pour eux. Et sur le simple principe communautaire. C'est-à-dire que la gauche, à un moment donné, dans l'histoire de cette République, je suis de droite, j'ai aucun problème avec ça, mais la gauche a fondé en partie cette République. La gauche a un devoir particulier, c'est la laïcité, c'est la loi de 1905, c'est plein de valeurs qui fondent aujourd'hui notre République. Et aujourd'hui, la gauche, elle fait plus la République en partie, elle défait la République. Et il y a une grande menace par rapport à ça. Et notamment, on a des Antoine Léaumont qui font souvent référence à des grandes personnalités de la Révolution française. Merci Robespierre. Robespierre, qui parlait des ennemis de l'intérieur, mais aujourd'hui, qui sont les ennemis de l'intérieur ? C'est les islamistes. Et aujourd'hui, ils pactisent avec les ennemis de l'intérieur. Et là, on a un vrai problème avec ça. Et à un moment donné, il faudra qu'on réalise tous, que la gauche réalise ça aussi, qu'elle prenne le parti de Mickaël Delafosse. Et je pense qu'on doit tous prendre le parti de Mickaël Delafosse. Sur Montpellier même, le Parti socialiste, effectivement, est monté au créneau et a dit on sent que la scission est actée. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, aussi portant un nouveau Front populaire. Donc on voit que les difficultés. Mais ce qui est extrêmement dangereux, c'est de jouer avec ça quand on a connu Samuel Paty. Mais c'est ça, en fait, ils n'ont rien retenu. C'est-à-dire que demain, il y aura un attentat peut-être sur un autre professeur, ils vont faire un tweet, ils vont faire une marche blanche, ils vont chanter Imagine de John Lennon, mais le lendemain, en fait, ils vont rien faire. Ils vont continuer à défendre les mêmes islamistes, ils vont aller dans les mêmes quartiers, ils vont appeler à défendre les mêmes idées communautaires, ils vont rien retenir. Et nous, en fait,
on est spectateur de ça. Et j'ai juste pas envie qu'on soit spectateur. Et je pense d'ailleurs que les Français en auront ras le bol. Ils vont leur montrer très rapidement. Alors Olivier Faure a tweeté aussi en disant qu'il apporte tout son soutien face à ces accusations d'islamophobie du maire de Montpellier. Accusations évidemment mensongères quand on connaît le maire de Montpellier. Mais ce qui est gênant, par exemple, là de la part d'Olivier Faure, le patron du PS, c'est qu'il dit pas je me désolidarise de ce que font du soutien d'élus LFI sur le terrain local à cette campagne. Ils disent pas on condamne fermement. C'est problématique. Ils sont toujours alliés. Aujourd'hui, ils sont toujours alliés. Ils n'ont toujours pas pris une position nette comme a pu le faire justement Carole Delga ou d'autres socialistes comme Stéphane Le Foll ou le maire de Rouen. Mais effectivement, c'est toute l'ambiguïté qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'Olivier Faure sait très bien qu'il n'est pas impossible que d'ici l'année prochaine, il y ait encore une nouvelle élection, qu'ils auront encore besoin de se réunir encore tous ensemble et de refaire encore l'unité, au moins de façade, pour pouvoir peser. Parce que sinon, quand on regarde les résultats on va dire du Parti Socialiste quand il concourait seul, on connaît, je crois que c'était combien Hidalgo, c'était 1,5, 1,6, je ne sais plus. Donc on est quand même dans des scores extrêmement bas. Il y a autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que le fort dans cette relation politique à la gauche, c'est LFI. LFI, ce sont les militants, c'est l'argent. Le problème, c'est que vous avez un parti socialiste qui va aller un peu mieux parce qu'il a quelques députés maintenant, il n'en avait pas beaucoup la fois d'avant. Il a repris un peu de couleur, mais le puissant dans cette relation, et il y a toujours un rapport du fort au faible et le rapport de force dans une négociation politique, elle est en faveur de LFI. C'est eux qui dirigent. Regardez ce qui s'est passé avec les écologistes. On sait qu'ils ont planté les socialistes sur un accord pour choisir la France Insoumise parce qu'ils leur avaient proposé de l'argent. Bien sûr, parce qu'ils ont l'argent et ils ont les militants, ils peuvent faire des campagnes. Demain, regardez le score des Verts lors des Européennes, ils sont passés pas loin du désastre. Donc ils ont besoin de la force militante et de la force financière de LFI. Et tant que LFI sera dans cette position de toute puissance, il y a pas mal de choses qui seront acceptées de la part de leurs alliés. À suivre aussi ce week-end, puisqu'on parle de la gauche, de la rentrée politique de Raphaël Glucksmann. Il sera à la Réole demain en Gironde. On suivra ça évidemment dans les rendez-vous d'infos et dans les débats sur Sud Radio dans un instant. On continue notre tour de table. Coup de cœur, coup de gueule. On va finir par quelqu'un qui a fait un livre qui s'appelle Comment devenir milliardaire, et c'est votre coup de cœur, je crois. Xavier Niel. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs, Joseph Taïfé, auteur, conférencier, secrétaire général de Plastiliance, Théo Hamsaadi, délégué national des Jeunes Républicains, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. J'ai dit quelque chose qui... Non, j'ai bien tout dit. Et Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre, tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Alors Mehdi, c'est un coup de cœur pour un certain Xavier Niel. Oui. Pourquoi donc ? Pour son livre, sa carrière, son œuvre, son discours. En fait, le discours qu'il tient. Ces tarifs de téléphonie mobile qui n'ont pas bougé. Ça, c'est le pionnier du Minitel. Oups. Non, en fait, ce que j'aime, c'est sa définition de l'entrepreneuriat, excusez-moi, et ce qu'il dit de manière générale sur la manière dont l'individu peut changer les choses. C'est ce qu'il dit dans ses interviews cette semaine. Il a une manière de voir. En fait, il se perçoit un peu comme un super-héros de sa propre vie. J'adore cette idée. Et finalement, l'entrepreneuriat, on le défend pas assez. C'est quelque chose qu'on ne défend pas assez en France. Et d'avoir un grand entrepreneur qui a certes un passé des fois un peu sulfureux, qui peut être un peu provoquant, mais qui lui-même a réussi, il dit, en fait, on peut changer les choses même tout seul, même si vous pouvez galérer. C'est toujours intéressant d'avoir des grands entrepreneurs qui défendent cette vision de la liberté, de écoutez, l'entrepreneuriat, c'est pas juste créer de l'économie, c'est aussi s'investir politiquement, et c'est aussi une manière de rompre avec le politique. En gros, c'est rompre la verticalité. Et cette idée-là, elle n'est pas assez défendue pour moi, soit dans le débat public, soit dans les débats qu'on peut avoir. Et avoir quelqu'un qui défend cela, je trouve ça ultra pertinent. Donc dans un moment où on va parler de budget, d'économie, qui est un peu morose, enfin on parle de dette, avoir quelqu'un qui aborde ce prisme-là, ce n'est pas forcément très courant. Et le self-made man à la française,
c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc en plus, il termine par Vive la France, donc je trouve ça très bien. Oui, Xavier Niel, un modèle à suivre, en sachant que l'immense majorité des entreprises en France, ce sont des TPE, PME, donc avec des gens qui n'ont pas le temps d'écrire des livres et qui se débattent souvent. Lui non plus, je vous rassure. Mais Xavier Niel, il faut quand même lui rendre hommage. C'est quand même lui qui a lancé vraiment la baisse des prix dans la téléphonie. C'est-à-dire qu'il a vraiment été l'initiateur. C'est pas lui, c'est la concurrence. La concurrence, mais en tous les cas, par la pratique, on va dire commerciale qu'il a adoptée, c'est tous les autres, en fin de compte, se sont alignés ou ont copié. Et ça a permis quand même pour la population effectivement d'avoir des forfaits qui soient quand même, je pense, dans les moins chers au niveau européen aujourd'hui. C'est vrai. La seule chose, c'est que il a été aussi le pionnier de ce qui a été très vite une dérégulation des autres cœurs d'activité en France. Je pense par exemple aux énergéticiens. Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que Xavier Niel achetait des paquets de minutes à ceux qui en fabriquaient, c'est-à-dire la data, exactement, et il leur vendait à prix cassé. C'est exactement ce qui s'est passé avec les énergéticiens. Alors je sais pas, parce que pendant très longtemps, Free n'avait pas de ses émetteurs, n'avait pas ses propres réseaux, etc. Quand il y avait une tempête, il s'occupait de rien. Il s'occupait de rien. Et c'est Orange, et c'est un peu avec nos sous à nous qu'on avait dans notre poche. Voilà, donc merci d'avoir réussi une très belle réussite financière et d'entrepreneuriat avec nos sous. Théo. Et Xavier Niel, tu l'as parfaitement dit, c'est un exemple, parce qu'en fait, en France, on a un peu une peur de l'entrepreneur. On fait pas assez l'éloge de l'entrepreneur. On n'a jamais fait autant d'entreprises. Oui, mais en même temps, quand on va au lycée, quand on est au lycée, en fait, on a une structure post-bac qui est pas à l'avantage de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'en France, pour réussir, faut faire une licence, un master, faut aller à la fac, à l'université. Et en fait, si on met un peu plus cette logique-là en valeur dès le lycée, notamment avec les formations professionnelles, tout ça. Il y a qu'en politique, on n'a pas besoin de diplôme. Hein. Je pense qu'en fait, justement, on doit remédier à tout cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui demain a une belle idée d'entreprise, on doit pouvoir le soutenir. Et en fait, ça passe dès le lycée. Faut arrêter avec le discours de t'as pas réussi ta vie si tu vas pas à la fac. Quelqu'un qui invente son entreprise à 20 ans doit être soutenu à fond les ballons, comme forcément. C'est une richesse pour le pays. Faut arrêter. Il faut un peu, je pense, sortir d'une sorte de conservatisme un peu de mauvais goût, parce que on verrait mal quelqu'un qui serait pas sur les bancs de la fac. Non. Faut mettre en valeur l'entrepreneuriat. Faut dire aux jeunes de mon âge que s'ils ont des idées, qu'ils les mettent en application, et on va les soutenir. Et je pense que c'est un bel exemple, Xavier Niel, pour ça. Mehdi ? Ouais, en fait, je corrobore ce que tu dis. En fait, ce qui est intéressant, c'est c'est un peu un éloge de la créativité. Prenez les risques. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'estime qu'on n'en parle pas assez, c'est que ce sont au final les héros de l'économie. Sans entrepreneuriat, ce serait quand même très difficile d'avoir de la création de richesse. Donc, ne serait-ce que d'avoir de l'emploi, on peut toujours discuter de qui arrive en premier, mais c'est la nécessité d'avoir des personnes qui défendent cette vision-là de l'entrepreneuriat, de allez, prenez le risque. Il faut qu'on ait des personnes qui prennent le risque de s'investir, des fois aussi de totalement se cracher. C'est pertinent pour l'économie et on a besoin de ça. On va parler d'économie. Effectivement, vous parlez de la difficulté d'entreprendre. Il y a quelqu'un qui a des difficultés à boucler son budget, c'est Michel Barnier, son ministre du budget. Donc on le rappelle, l'équation, c'est 60 milliards d'économies à faire en seulement une année, avec des possibilités de taxes, notamment des super riches du monde de l'entreprise, taxes sur les sociétés, etc. Je voulais savoir, est-ce que la piste est bonne ? Est-ce que, Joseph, est-ce qu'on prend la bonne direction pour essayer de renflouer les caisses avant que le mur ne s'écroule ? Alors, connaissant M. Barnier, c'est la piste noire, effectivement. On est... on va dire dans les mesures où Mehdi disait que les entreprises, on va dire, prennent le risque, mais là, ils assument le risque. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai entendu quand même certaines choses qui sont quand même très, très inquiétantes sur le fait de revenir sur les exonérations de cotisations au niveau des salaires. Il nous dit, on veut éviter un tassement au niveau du SMIC, mais on va revoir ça. Alors, est-ce que c'est pour augmenter les exonérations pour les salaires qui sont bien au-delà du SMIC ? Donc, ça pourrait être discuté. Mais si c'est pour, en fin de compte, diminuer les assiettes et, en fin de compte, revoir, en fin de compte, la réduction Fillon ou d'autres éléments, ça risque de toucher, on va dire, un certain nombre d'entreprises. Concernant, on va dire, la fameuse taxe sur les entreprises qui font plus d'1 milliard, alors j'ai appris qu'il y en avait quelques centaines encore en France. En l'occurrence, je serais, on va dire, très très prudent, on va dire, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je veux dire, Macron, et on peut dire ce qu'on veut de sa politique, mais il y a quand même une chose qu'il a quand même réussi, c'est qu'il a quand même donné envie à certaines entreprises de vouloir, étrangères, de venir s'installer en France. Et donc là, aujourd'hui, avec des mesures fiscales sur, on va dire, des grands groupes, ça risque peut-être, on va dire, un petit peu de les dissuader, ou en tous les cas, de réfréner leur envie de continuer les investissements.
dire publiquement on taxe les super riches, Arnaud, c'est une façon aussi de s'assurer le vote de la gauche. Non, je sais on n'en donne pas à tout le monde là. Non, mais j'avais l'impression, je veux dire, Monsieur Barnier, s'il ne reste pas à Matignon, pourra toujours proposer la production d'une nouvelle émission avec Valérie Damido, parce que c'est du bricolo, quoi. Je veux dire, on est à 3228 milliards de dettes et on est là en train de dire, on va décaler les retraites, l'indexation des retraites pour gagner 3 milliards. Miam miam. Qu'est-ce que vous voulez faire? 3 milliards d'économies. Il y a 3228 milliards de dettes. Je veux dire, c'est du bricolo, c'est rien du tout ce qui a été dit hier. Et puis surtout, il y a un mot qui a été absent de tout ce qu'on a entendu hier. Et j'étais sur les plateaux hier soir, et c'était pareil. Et on n'a pas entendu parler de croissance. Si vous voulez rembourser la dette, il faut faire de la croissance, il faut que les boîtes françaises tournent. On a un pays d'entrepreneurs, on a un pays d'inventeurs, on a un pays d'ingénieurs, et on est à la ramasse. Je veux dire, c'est quand même super inquiétant quand même. Parce que vous parlez des groupes étrangers qui viennent s'installer en France, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent faire leur marché. Quand le président de la République reçoit tous les grands groupes américains à l'Élysée, ils lui disent merci, ils sont avec leur caddie, ils poussent. Alors tiens, ça c'est intéressant, petite boîte française qui n'a pas les moyens de se développer, on va l'acheter, etc. Et ils récupèrent la totalité, vous le savez bien, sur beaucoup d'industries, notamment sur l'énergétique, notamment sur un tas de trucs, ils récupèrent nos brevets. C'est la richesse de notre industrie, et c'est la particularité des Français, c'est que nous sommes des créateurs. Voilà. Je suis halluciné. Pas un mot sur l'industrie, pas un mot sur le développement, pas un mot sur les pistes d'avenir, pas un mot sur les nouvelles technologies, pas un mot sur rien du tout. Zéro. On a parlé que on va raboter ici, on va raboter là. Il y a plein de choses à faire. On est le pays des niches. Il y a plus de niches que de chiens en France. Il y a plein de choses à faire. Mais on n'en parle pas. Ce qu'on fait, c'est que on décale l'indexation des retraites des vieux pour gagner 3 milliards, pour faire... J'arrive à boucler mon budget, c'est nul. Voilà. Allez, c'est moi qui fixe la ligne, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Barnier. Je croyais que le ton de l'émission allait changer. Toi. Non, c'est le style Barnier est-il aussi en train de s'imposer? On va s'intéresser à ça parce que ça dit aussi beaucoup de choses de la vie politique actuelle. On en parle dans un instant avec vous et on va tenter de se mettre d'accord jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Mehdi Reich, porte-parole de Génération Libre, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Théo Amsadi, délégué national des Jeunes Républicains, et Joseph Taïfé, auteur, conférencier et secrétaire général de Place Alliance. Donc c'est moi qui fixe la ligne, a dit hier soir notre Premier ministre Michel Barnier. Le style Barnier semble plaire visiblement de ce qu'on disait hors antenne, enfin plaire en tous les cas. Théo, quand il dit c'est moi qui fixe la ligne et Emmanuel Macron met son énergie sur les affaires européennes et va faire le sommet de la francophonie. En gros, c'est le président des chrysanthèmes, ce qu'on dit en général en se moquant d'un président. Donc Barnier s'installe, imprime. Barnier gouverne et Barnier honnêtement va gouverner, je pense, quand même pas mal de temps. Et Barnier va imprimer. Je pense qu'il y a un vrai... Vous aimez bien, vous? Moi, honnêtement, j'adore. Bon, vous êtes les Républicains en même temps, on va pas dire autre chose. Il y avait un indice. Je suis un citoyen français avec une conscience politique et non, honnêtement, Barnier imprime parce qu'en fait, on a eu 7 ans d'ultra activité de la part des premiers ministres qui pensaient plus à la com, à faire des discours format TikTok, qui répondaient à des Mathilde Panot, qui pensaient Barnier juste à ranger la foule. 2027 Non, pas quand même. Mais Barnier gouverne, Barnier est chef de gouvernement et nous, moi je suis à fond avec lui, les Jeunes Républicains, on est à fond avec lui parce qu'en fait, on avait besoin de ça. Le pays était au bord du gouffre. Il est toujours aujourd'hui. Il faut justement penser les plaies de ce pays-là et en fait, on avait besoin d'apaisement et d'unité et des personnes qui jouent sur les crises en permanence pour leur propre com, à mon avis, ça. Et c'est vécu comment que ce soit un Premier ministre issu de vos rangs, les Républicains, qui annonce aux 65 000 foyers fiscaux les plus riches qui vont devoir payer plus? Il y a un effort national à faire. Et en fait, l'intérêt pour nous, c'était que s'il y avait un effort fiscal à faire, c'était qu'il soit vraiment sur un temps court, sur une petite partie de la population, et qu'il ne soit pas sur les classes moyennes. Moi, je viens d'une famille, typiquement, on est comme ça. Moi, ma mère, elle travaille au SMIC quasiment toute sa vie. Et l'enjeu, pour moi, il n'est pas de me battre pour quelqu'un qui va lui augmenter ses impôts, lui faire payer des impôts et lui gâcher la vie. Et là, avec ça, on n'arrivera pas à ça. L'enjeu, c'était de faire payer sur un temps court ceux qui le pouvaient. Et par contre, en même temps de ça, réduire le train de vie de l'État
qui est pour moi le véritable enjeu. Il a dit 3/4, 1/4. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu. Couper les organismes qui servent à rien. On en voit tous les jours dans notre vie. Il y a plein de choses qui servent à rien dans ce pays. Il faut les supprimer, des postes à supprimer, à pas renouveler. Et comme ça, on arrivera à quelque chose d'à peu près équilibré. Le centre de gravité de la vie politique est donc déplacé, Joseph, au niveau de Matignon. Emmanuel Macron est condamné encore pendant 2 ans à regarder passer les affaires politiques. Entre Matignon et l'Assemblée nationale, mais en l'occurrence par rapport justement aux histoires d'agences à supprimer. Et tu as parlé on va dire de la croissance. Ben moi, j'ai un exemple concret à donner à Michel Barnier, c'est l'ADEME. L'ADEME, c'est quand même l'agence qui dépend du ministère de la Transition écologique et qui nous faisait une campagne quand même il y a quelques temps pour expliquer aux magasins, aux commerçants qu'il fallait mettre des dévendeurs. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas vendre, en fait. C'est-à-dire de demander aux commerçants de ne pas vendre. Donc là, en l'occurrence, c'est une agence qui à notre sens, si on le constate dans notre industrie, qui fait preuve de beaucoup d'idéologie et dont on ne voit absolument pas l'utilité. Et effectivement, il y aurait pas seulement, on va dire, des fusions à faire ou voir s'il y a des doublons. L'ADEME ne fait pas d'idéologie. L'ADEME a des règles à respecter, fait respecter les règles en termes environnementaux, etc. Il ne faut pas de politique. Non, mais moi, je me suis fait insulter par des fonctionnaires de l'ADEME sur LinkedIn, alors qu'ils ont un devoir de réserve. Je peux vous assurer que on a des idéologues au sein de l'ADEME. On en a. Ah oui, ça existe, tout à fait. Ouais. Le style Barnier, puis on va passer à notre sujet. Oui, bon, voilà. Il a raison de dire, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour Emmanuel Macron. Le macronisme est mort. Dans le genre syndic de faillite, il est pas mal. Voilà, très bien. On va regarder les actifs, où on en est, très bien. Mais ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle. Non, c'est pas très drôle en fait. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il inscrit son discours dans une ligne temporelle qui n'existe pas. Tout le monde est devenu fou en politique. Il dit oui, alors donc à l'horizon 2029, mais tu seras plus là. En vérité, Michel, 2029, tu ne seras plus là. Il nous parle de 2027, mais peut-être qu'en juin ou juillet prochain, il n'est peut-être pas là, plus là. Non, mais de toute façon, 2027, c'est sûr qu'il sera plus là. Donc, vous parlez des horizons à 2029, etc. Enfin, je veux dire, calmons-nous. On sait il va naviguer à la godille. C'est pas facile. Ok, on peut lui reconnaître un truc, c'est d'avoir pris le poste, alors que ça n'allait pas être facile. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas. Pour la France. Mais pour la France, peut-être. Il a peut-être une conscience très élevée de son intervention, mais je suis très étonné de la ligne temporelle qu'il nous a donnée avec des horizons à 2027 ou 2029 où il y a quasiment zéro chance à ce qu'il soit là. En fait, on fait souvent la critique du politique qui a une vision court-termiste. Et je suis pas un fan de Barnier, je suis pas, mais c'est curieux. Mais quand un politique qui plus est prend ce poste de Premier ministre qui est quand même ultra compliqué dans le contexte actuel, il pose quand même des jalons pour essayer de construire sur l'avenir. Il y a du courage politique quand même. Il faut quand même reconnaître le courage politique du monsieur. Après, il y avait Lucie Castet aussi qui avait du courage de vouloir y aller. Oui, mais elle n'a pas les épaules. À un moment, on parlait de dette tout à l'heure. Les marchés financiers, ils ne voudront pas d'une personne comme Lucie Castet au poste de Premier ministre. Ça s'emballera tout de suite. Donc il faut une personnalité comme Michel Barnier, qui a quand même cette expérience à la fois au niveau européen avec les négociations sur le Brexit. Donc il faut quand même une certaine prestance qu'il peut incarner. Allez, on va sortir de la politique un tout petit peu et parler de ces relations hommes-femmes à travers le procès Mazan. On le sait, le procès Mazan est en train de sans doute marquer durablement les relations hommes-femmes avec aujourd'hui, c'est dans le projet du déroulé du procès, il sera question de savoir si oui ou non il y aura la diffusion des vidéos des viols commis contre Gisèle Pelicot ou alors ce sera à huis clos. Donc ça, c'est la cour criminelle de le décider, du Vaucluse. Mais je voulais vous poser la question. C'est un procès qui a un retentissement mondial. Aujourd'hui, on voit, il y a des graffitis. Hier encore à Bordeaux, il y a des femmes qui ont manifesté pour dire un viol est un viol et cette situation aujourd'hui ne peut plus durer. Là, on a effectivement une cinquantaine d'accusés. Donc ça fait une cinquantaine de viols, mais c'est au quotidien, c'est monsieur tout le monde qui est au centre de cette histoire. Comment vous le percevez alors, qui veut commencer ? Déjà, il faut quand même saluer le travail des policiers. Ils ont quand même réussi à trouver ces 50 personnes, à remonter, on va dire, le fil des choses. Ils ont gratté un peu le vernis, et c'est par accident d'ailleurs qu'ils ont réussi à... C'est grâce à un vigile de supermarché. Exactement. Mais justement, ils ont pu aller jusqu'au bout.
Maintenant, là, dans cette histoire de vouloir publier, de mettre, on va dire, en version publique ou semi-publique les vidéos, je pense que, à mon sens, moi, j'y serais opposé. En tous les cas, j'estime que c'est quelque chose qui pourrait fuiter sur les réseaux sociaux, ça pourrait fuiter à l'extérieur. Il y a des enfants qui pourraient voir ça, donc c'est quelque chose. Il n'y a aucun enregistrement possible dans une salle d'audience. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Normalement, c'est interdit. Mais c'est totalement interdit. Et puis c'est répréhensible et lourdement. Hein. C'est répréhensible et lourdement, mais je ne prendrais même pas le risque. Voilà, c'est quelque chose qui, à notre sens, devrait rester en huis clos. Et on a tellement, on va dire, entendu les descriptions déjà, on va dire, des faits qui se sont déroulés. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, on va dire, de rajouter des images sur les mots. Qui va, Mehdi? En fait, je pense que j'ai un peu une dissonance sur ce sujet. C'est tellement dramatique que c'est difficile de se positionner. Je comprends ce qui est dit, mais sur la diffusion des vidéos. Oui, je comprends l'argumentaire que effectivement ça peut susciter notamment si certaines vidéos ou certaines images sortent du tribunal, je peux comprendre l'horreur. Mais la manière dont c'est présenté, on peut aussi prendre l'angle inverse, c'est-à-dire que c'est aussi présenté Gisèle Pelicot finalement comme puisqu'elle a subi toutes ces horreurs, ne pas le montrer. Finalement, c'est comme si on disait d'elle qu'elle était quelque part un peu un trouble à l'ordre public si on ne diffusait pas ces vidéos, puisqu'on craint des conséquences. Moi, cet argumentaire-là, j'ai un peu de mal, je le cache pas, même si je le comprends parfaitement. Donc j'ai une dissonance entre elle a demandé elle-même de vouloir les diffuser, je pense que c'est tout à son honneur, et en même temps j'ai cette difficulté de me dire, effectivement, si ça tombe sur les réseaux ou que des images sortent, ça peut choquer et ça choquera forcément, et en même temps je ne veux pas mettre Gisèle Pelicot dans une situation où c'est finalement elle qui devient quelque part celle qui trouble l'ordre public par la vidéo, des images qui la concernent elle. Donc je suis un peu divisé sur la question. C'est une demande de Gisèle Pelicot, que ce soit absolument public, devant journalistes et public en salle d'audience. Donc je le rappelle, et ça sera décidé aujourd'hui, puisqu'au départ ne seront présents que les avocats des parties au cours de cette diffusion. Faire de la publicité, alors c'est un terme juridique, de ces scènes de viol, est-ce qu'il faut effectivement que ce soit visible, comme on peut aller écouter, les gens se pressent, en sachant qu'il y a beaucoup de tensions autour de ce procès, en dehors de la salle d'audience? Je ne sais pas si ça doit être visible. Je pense que tout le monde a un peu raison. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais par contre, je pense que cette affaire, elle doit nous servir de symbole. Et je pense qu'elle retranscrit un phénomène de société. Malheureusement, nous, moi je suis étudiant et on sort souvent le soir avec nos potes. Et en fait, on laisse jamais nos amies filles sortir et rentrer chez elles toutes seules. Parce qu'en fait, bon nombre de fois, elles se font suivre et puis parfois, il peut se passer des choses encore plus graves. Et je pense que ça retranscrit vraiment un phénomène beaucoup plus global et on doit prendre tous conscience de ça, c'est qu'aujourd'hui, en France, en 2024, nos amis ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas faire la fête. Enfin là, Gisèle Pelicot, c'était l'entourage proche. Oui, bien évidemment. 8 sur 10, c'est l'entourage proche. Bien évidemment, très et en proche. fait, mais c'est le même problème en fait. C'est le problème de ces femmes qui peuvent pas vivre tranquillement. Et là, en fait, Gisèle Pelicot, le plus grand problème, ce qui nous touche le plus, c'est que c'est des gens normaux, on va dire. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est la question du consentement? Évidemment, il y a une question de consentement. Mais donc vous, les jeunes générations, est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est aujourd'hui, vous dites, c'est le sujet central? On en parle évidemment, parce que forcément, ce qui est dramatique, c'est que moi, dans mon entourage, je pourrais avoir plein d'exemples d'amis qui ont été par moments soit touchés, soit abusés. En fait, c'est dingue parce qu'on se rend compte que c'est un vrai phénomène. C'est pas un petit point par-ci, un petit point par-là. Et il y a vraiment un sujet sur ça. J'espère qu'on va tous s'en saisir parce que faut protéger nos amis. Allez, on va devoir se faire une petite pause sur ce débat. On va continuer le tour de table sur ce sujet. Faut-il ou pas visionner ces scènes de viol lors du procès de Mazan? C'est la question qui est débattue aujourd'hui devant la cour criminelle du Vaucluse. La décision attendue dans la journée. Gisèle Pelicot et ses avocats souhaitent une publicité totale. Les avocats de la partie civile et du mari de Gisèle Pelicot souhaitent que non. Donc on va voir ce que vous en pensez, si tout le monde est d'accord là-dessus. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Joseph Taïfé, Théo Amsadi, Arnaud Stéphane, Mehdi Reich, on parle de ce procès des viols de Mazan avec la diffusion des vidéos. Est-ce qu'elle faut des viols aujourd'hui, c'est ce que va décider la cour criminelle aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'elle soit publique ou est-ce que ce soit réservé avec un huis clos complet comme le demandent les parties civiles? Alors on n'a pas entendu tout le monde. Est-ce que la diffusion de ces vidéos
peut servir à éclairer les débats? Est-ce que ça peut aussi, en montrant les images telles qu'elles sont, faisant confiance aussi aux journalistes pour relater ce qu'ils vont voir et de raconter, est-ce que c'est un intérêt judiciaire? Alors peut-être sûrement un intérêt judiciaire, mais je serais favorable plutôt à une extrême limitation de cette publicité. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des gens sur ces images qui se disent innocents. Vous montrez des vidéos qui ne sont pas forcément dans le contexte que la défense va vouloir défendre, à savoir, nous n'étions pas au courant, on pensait que c'était un délire entre eux, etc., etc. Il y en a quand même beaucoup, il y en a 35 qui disent qu'ils sont innocents sur les 51, je crois. Vous montrez des images, vous connaissez la puissance de l'image, on est sur un média, mais l'image est importante aussi, puisque nos débats passent aussi sur l'Internet. L'image de ces gens en action va évidemment être catastrophique pour leur défense. Donc attention. Nous ne sommes pas sur une affaire criminelle où on montre, par exemple, une attaque en particulier, un crime, quelqu'un qui dit qu'il était à un endroit alors qu'il était à un autre endroit, enfin, etc., etc., etc. Là, on va montrer des gens, en plus avec quelque chose d'extrêmement intime. Et pour ceux qui se disent innocents, ou en tout cas qui n'avaient absolument pas conscience de ce qui était en train de se dérouler, leur vie va être foutue derrière. Et que peut-être que la publicité, ils auront fait partie de la charrette avec les vrais coupables, avec les vrais salopards. Et c'est ça qui, moi, me pose problème avec la diffusion de ces images. De gens qui ont cru participer à un espèce de délire érotico-porno et qui vont se retrouver, en vérité, sur le même banc d'infamie que des vrais salopards. Un problème d'égalité entre les accusés, quoi. Exactement. Et que ces vidéos, elles feront pas le tri entre ceux qui étaient d'accord ou pas d'accord. Qui sont présumés innocents. Et qui sont prisonniers innocents. Parce que la justice, elle traite le cas particulier. C'est-à-dire que nous, on voit 50 personnes accusées, mais la justice, elle va traiter 50 procès, en fait. 51 cas particuliers. Donc, je comprends l'argumentaire. Enfin, oui, effectivement, c'est une des personnes qui est dans les 51 personnes, qui finalement est déclarée innocente, mais ses vidéos sont sur la place publique. En tout cas, il est décrit. Il est décrit. Enfin, il y a un tribunal médiatique, un tribunal public qui se mettra automatiquement en place en disant. Est-ce que vous comprenez que Gisèle Pelicot, elle, veuille que ce soit public? Totalement. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment, pour voir ce qu'elle a subi, évidemment. C'est extrêmement courageux. Enfin, c'est incroyable. Même toute sa démarche déjà dans ce procès, on va dire, est courageuse, mais. Pareil, il y a la présomption d'innocence et le choc. Est-ce qu'on a besoin, en tous les cas, à part les juges, de voir ces images pour comprendre, on va dire, la situation dans laquelle elle a été? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu, enfin, peut-être j'exagère un peu, mais un peu de voyeurisme aussi peut-être de ceux qui, on va dire, poussent peut-être aussi pour pouvoir. C'est-à-dire que peut-être on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'est un viol. En diffusant le co-criminel, il y a quand même des jurés qui sont vous et moi, de bien comprendre, parce que les accusés aussi se défendent à la barre en disant, voilà, je considère que je ne suis absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Oui, une question quasiment d'éducation, finalement, derrière. Je suis d'accord avec ça. Hein. Moi, c'est pour ça que je suis divisé sur la question, parce que il y a la dissonance entre ma moralité, qui est propre à chacun, tout le monde a son propre sens moral, et l'utilité de la chose. Et je pense que les deux ne font pas bon ménage. Il y a une intentionnalité dans le droit français quand même. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai pas de celui qui pense que c'est juste un délire, parce qu'il y en a certains qui ont cru que c'était ça. Oui. Ils ont cru que c'était un délire sexuel avec un couple qui était libertin et qui avait. Bien devant votre micro, Arnaud. Pardon, et qui était un couple. Qui était un couple libertin et qui faisait une sorte de jeu sexuel. Il y a une intentionnalité. Ceux qui ne pensent pas avoir fait quelque chose et qui ne pensent pas en s'étant rendus sur place qu'ils ont commis un délit, ça va être quand même extrêmement compliqué. Mais ça va être compliqué pour eux aussi de justifier, et on voit bien que c'est Monsieur Tout-le-Monde. En plus, c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde, la liste des gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont, en effet, qui sont borderline, qui sont, à mon avis, qui ont déjà des passés, etc. Mais il y en a d'autres, on le voit bien, il y a des infirmiers, des pompiers, un militaire, enfin, je veux dire, ces gens-là, je pense, ont été instrumentalisés par Monsieur Pélicaud. Celui qui est vraiment très dangereux dans cette affaire, c'est le mari. Lui, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, sa ligne de défense en disant ils sont tous violeurs comme moi, je trouve ça extrêmement limite. Déjà dans le caractère, vraiment. D'avoir utilisé des gens, de les avoir fait venir, de leur avoir menti en disant mettez vos mains sur le radiateur parce que sinon vous allez la réveiller, etc., etc. D'avoir complètement instrumentalisé ces gens et après de dire oui, ce sont des violeurs comme moi.
il essaye justement de globaliser la peine pour ne pas être un des cas jugé à part. Il veut que tout le monde soit jugé à la même enseigne. Mais c'est pas lui qui décide. Et j'espère que la Cour ne tombera pas dans ce défense. Voilà. Comment ? C'est sa méthode de défense. Après ça... Il a défendu sa femme plusieurs fois à l'audience. Oui, c'est bien gentil de sa part. S'il avait voulu la défendre, quel gentleman. fait ça. Donc, non. C'est dégueulasse. C'est dit durant l'audience, mais c'est absolument pas recevable. Est-ce que Gisèle Pellico est une égérie aujourd'hui parce qu'on voit des portraits partout vous en pensez en tous les cas, c'est quelque chose qui va profondément marquer. Bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que oui, parce que c'est comme on l'a dit, c'est Monsieur Tout le Monde en face en fait. Et cette affaire-là, elle est tellement incroyable dans le sens premier du terme, c'est-à-dire on peut pas y croire. Enfin, c'est très compliqué à l'imaginer, à se dire que ça existe. Donc en fait, en ayant ça, on peut qu'avoir un cas de conscience en fait, en se disant que il y a un vrai phénomène, il y a un vrai truc. Et à un moment donné, il faut apporter des réponses. Et la justice doit être ferme. Alors évidemment, présomption d'innocence, il y en a certainement peut-être qui sont innocents, et évidemment, il faudra qu'ils soient innocentés. Mais ceux qui sont coupables, il faut leur mettre le paquet. Il faut que ces mecs-là puissent... Et honnêtement, il y a un débat qu'on devrait avoir. Pour moi, c'est la castration chimique. On en débat en Italie. Et pour moi, mais pour moi, des violeurs, c'est des violeurs. Et puis, faut avoir des réponses fermes. Il faut que la justice, elle soit ferme. Notamment, c'est ce qu'on demande avec ce gouvernement-là, que la justice soit ferme. Mais là, je reviens sur la notion du consentement, parce que ces personnes disent, nous, on pensait que elle était consentante parce que on s'adressait à un couple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc la notion du consentement aujourd'hui, elle est cruciale dans cette histoire, et pour la suite aussi. Consentement dans un gangbang, enfin, je vous raconter, les gens vont pas arriver en boîte à partouze à se donner des papiers à signer. Enfin, ouais. Avec des tout le monde, avec des QR codes. Enfin, je veux dire, faut être sérieux qu'au bout d'un moment, c'est une situation très particulière quand même. C'est un type de viol, c'est-à-dire montrer ces images et de dire voilà, voici un viol, on va le montrer. On peut pas non plus dire que tous les viols sont comme ça, que par exemple si la personne était réveillée, il y aurait pas eu de viol. Enfin, je veux dire, il peut y avoir de la confusion à ce sujet. Et vraiment, je maintiens vraiment que vraiment diffuser ces images, ou en tous les cas les montrer en dehors, on va dire, du cercle des jurés qui ont, en l'occurrence, ils sont légitimes à les voir et ont décidé pour leur jugement. Ça peut effectivement porter préjudice, notamment aux personnes qui pourraient être reconnues innocentes, qui en l'occurrence d'ailleurs ont été abusées par le mari, soit dit en passant, parce que si effectivement ils ont été amenés en étant persuadés que Gisèle Pellico était consentante, limite eux aussi pourraient être partie civile à un moment donné contre le mari à ce sujet. Et je précise quand même un point, c'est quand même Gisèle Pellico la victime. Enfin, bien sûr, mais personne n'a dit le contraire. Mais dans la défense de beaucoup d'accusés, c'était de dire si certains sont reconnus définitivement innocents, ils ont été abusés. Et pour on va dire, pour faire à ce stade-là. Enfin, pour faire un pas de côté aussi, c'est des habitants de la ville de Mazan qui demain vont faire une manifestation pour dire on n'est pas tous des violeurs dans le village, on fait autre chose. Il y a des trucs très bien dans notre commune. Donc le traumatisme aussi sur la commune est absolument colossal de cette affaire. Partout, le traumatisme. Il se rappelait quand même que le Vaucluse, c'est en plus le 7e département le plus pauvre de France. Ouais. Voilà. Oui, contrairement aux idées reçues. Exactement. Bon, écoutez, on n'a pas eu le temps de parler de cette garde alternée obligatoire, cette proposition qui a émané d'un sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli, mais sans doute qu'on y reviendra, ou vous y reviendrez dès la semaine prochaine avec Valérie Expert que vous allez retrouver. Merci à tous les 4 pour cette émission. Merci Dans un instant, c'est... Alexis Poulain, effectivement, je ne me trompe pas, que vous allez retrouver sur Sud Radio après les infos, et je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.